positionnement des producteurs. Donc j'introduis avec ça parce que normalement c'est pas moi, c'est pas micro pardon. Celui-là. Normalement, je ne devais pas présenter cette communication, donc de la part d'Abdou Fall, qui l'a préparée. Il s'excuse de son absence, il est actuellement en conférence à Paris. Moi, je ne suis pas producteur de lait, et évidemment, c'est gênant pour moi de représenter le positionnement des producteurs. En même temps, CARE, la société pour laquelle je travaille, CARE Danemark, collabore depuis 4 ans avec un réseau majeur de producteurs, des éleveurs, qui se s'orientent petit à petit aussi vers la production laitière en Afrique de l'Ouest, qui s'appelle le réseau Vital Marobé, dont vous voyez le logo en haut à gauche. Donc, bon, ça sera moi qui présenterai le positionnement des producteurs en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai un plan qui est en 6 pages, en 6 points, le contexte, les stratégies rapidement vues qu'on peut avoir des multinationales en Afrique de l'Ouest. Une question qui se pose au sein des organisations de producteurs, quel business social avec ces multinationales? J'ai glissé mes éléments à moi qui sont le poster, puisque j'avais l'opportunité de le faire, sur 6 fausses vérités qui me paraît important de discuter. Une des limites du modèle, et puis pour finir, justement, le positionnement des organisations de producteurs. Donc par rapport au contexte, bon, on a un contexte qui est assez favorable en Afrique de l'Ouest pour nos amis qui voudraient exporter ou plutôt importer leurs produits en Afrique de l'Ouest, puisqu'on constate qu'on aura grosso modo dans les prochaines années, dans les 15 prochaines années, plus de 100 millions d'habitants dans la zone CEDEAO, que cette population va s'urbaniser, puisqu'on passera d'ici 2030, je crois, à 250 millions, entre 150 millions d'habitants en milieu rural. Et qu'on a aussi l'émergence d'une classe moyenne, on peut penser au Nigeria, au Ghana, au Sénégal, qui sont demandeurs d'une gamme de produits plus diversifiés. Donc oui, l'Afrique de l'Ouest présente, même si on l'a vu, ça reste relativement modeste dans les présentations de ce matin, l'Afrique de l'Ouest présente un marché qui peut à terme avoir un intérêt et des opportunités de business pour les multinationales. Alors les stratégies, on en compte 3 à peu près. Il y a la stratégie qui consiste à réensacher le lait en poudre qui est importé par les multinationales dans les pays d'Afrique de l'Ouest. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a des choses à dire. D'autres stratégies qui consistent à combiner à la fois de la poudre importée avec du lait local collecté sur place. Et puis enfin, certaines initiatives qui se concentrent sur la collecte de lait local. Et là, j'ai donné quelques exemples. On reverra plus en détail ça en avant. Voilà un schéma produit par le CIRAD. Christian Cormier, ici dans la salle, reconnaîtra ses œuvres. Donc j'ai utilisé, puisque nous coopérons actuellement au sein d'une alliance que nous appelons Wikiway, les informations qui sont produites par le CIRAD. J'ai noté en bas, quand même, je ne vais pas rentrer dans le détail, qu'aujourd'hui on a à peu près 60 millions de bovins en Afrique de l'Ouest et que malheureusement, on est encore à peu près à 90% des approvisionnements des industriels en Afrique de l'Ouest qui sont faits à base de poudre importée. Voilà quelques chiffres qui peuvent vous donner un peu un niveau du taux de collecte qu'on peut avoir, c'est cette colonne-là. Et on peut constater que ces chiffres, le fait que ces industriels ouest-africains soient en joint venture ou qu'il y ait des participations à leur capital par des multinationales, n'impacte pas réellement sur les taux qui peuvent être très variables et qui sont en fait liés à des stratégies propres aux industriels. Là, j'ai voulu montrer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, si certains veulent venir discuter avec moi, après ça sera avec grand plaisir, quelques questions qui permettent de différencier les différents modèles de collecte qu'on a. La question, est-ce qu'il y a un circuit ou est-ce qu'il n'y a pas de circuit? Est-ce que les équipements appartiennent aux industriels ou appartiennent aux coopératives de producteurs? Le type de système de production majoritaire auprès duquel ils s'approvisionnent, l'existence d'un contrat entre ces coopératives et ces industriels, les services que peuvent offrir aussi ces industriels aux organisations de producteurs, et puis après quelques éléments de quantité et de prix d'achat, tout ça étant à moduler en fonction des distances, jusqu'où on va collecter le lait, mais aussi des quantités. Donc si vous regardez le tableau en détail, vous verrez qu'il n'y a pas une situation type. On a toutes sortes de situations et on peut croiser tous ces paramètres-là, tout est possible, et il n'y a donc pas a priori un dogmatisme qui puisse apparaître dans cette analyse-là. La question du business social. Donc c'est un modèle sur lequel les organisations de producteurs en Afrique de l'Ouest sont intéressées pour coopérer avec les multinationales, puisqu'il est censé permettre un partenariat
mutuellement bénéfiques, avec un ancrage au sud. On a tous les exemples qu'on a pu observer. Les multinationales s'associent à des industriels qui ont déjà leur propre réseau de distribution, dont les marques sont déjà connues, pour pouvoir travailler sur ces questions de business social. Je pense par exemple à Danone, on aura une présentation tout à l'heure de Sergio. Donc, quels sont les éléments de partenariat gagnant-gagnant qu'attendent les organisations de producteurs de ce type de modèle-là? Donc, grosso modo, légitimer la gouvernance à travers une meilleure négociation et transparence des prix et une réputation plus équitable de la valeur ajoutée. On verra tout à l'heure que ça pose quand même la question aussi des coûts de production, parce que parler de prix, ça n'a pas de sens si on ne pense pas aux coûts de production. On verra aussi, les éleveurs aussi sont très demandeurs d'investissement structurant, qui est une des principales limites du modèle en termes de développement, du modèle de collecte. Les services aux éleveurs, ça c'est très demandé, en particulier sur l'alimentation, et on verra plus en détail tout à l'heure pourquoi. La facilitation d'accès des éleveurs aux services sociaux de base, c'est un peu marginal, mais en même temps c'est très commun pour les multinationales d'avoir des programmes de responsabilité sociale des entreprises. Souvent, ils vont vers ce type d'appui qui consiste à offrir dans les zones où ils collectent ou au contraire où ils vendent leurs produits des services sociaux de base pour, je dirais, faire avaler la pilule. Et puis, le suivi d'impact, ça c'est aussi des éléments qu'on peut en effet avoir dans cette négociation partenariat gagnant-gagnant business social. Est-ce que vous suivez votre impact? Arla, dernièrement, au Danemark, a été saisi par HLF parce qu'il ne faisait pas de suivi d'impact. Aujourd'hui, Arla fait un suivi d'impact. Et puis enfin, ce qui peut intéresser de l'autre côté ces multinationales, c'est la force de proposition que peuvent avoir ces organisations de producteurs au niveau des instances politiques régionales et nationales. Alors des opportunités de partenariat, il y en a autour d'un certain nombre d'outils, en particulier les outils des droits humains. Je vous en ai dit deux mots tout à l'heure, quand j'ai par exemple parlé du suivi d'impact. Ça fait partie des obligations que normalement les UNGP sur Business and Human Rights imposent aux industriels. Vous avez aussi toutes les politiques de responsabilité sociale des entreprises. Donc nous aujourd'hui on coopère avec Arla au sein de cette petite alliance que nous avons créée qui s'appelle Milky Way. Arla, évidemment, notre interlocuteur, c'est le service des responsabilités sociales des entreprises. Évidemment, ça a une limite, c'est que quand vous travaillez uniquement avec le service de la responsabilité sociale des entreprises, vous n'êtes pas obligatoirement influent sur les stratégies commerciales de ces grandes multinationales. Et l'idée, c'est d'arriver à avoir une influence au-delà uniquement du service en question. Il y a aussi des démembrements philanthropiques, on pense à Daniel Community. Les politiques commerciales de développement durable, on a eu un colloque récent à Montpellier, on a bien vu que ça devient un enjeu vraiment majeur pour les industriels et ces multinationales de pouvoir pérenniser leur business et de penser durable. Et enfin, tout ce qui peut être plaidoyer, j'en ai dit un mot, puisque ces ONG, ces organisations de producteurs, du fait qu'elles représentent quand même une population assez nombreuse, ont une influence politique. Alors, les fausses vérités, je ne vais pas lire le texte, on va les regarder. Nos fausses vérités, il y en a une première qui me paraît vraiment essentielle à intégrer pour ceux qui, à l'avenir, souhaiteraient s'investir dans la collecte de l'Union d'Afrique de l'Ouest, c'est qu'on dit que nos éleveurs, ils sont mobiles, ils sont transhumants. Comment pouvez-vous collecter du lait avec des gens qui bougent toujours? Ça, c'est le vieux discours, c'est pas vrai. Aujourd'hui, ce que nous observons sur le terrain, c'est autre chose. La répétition des chocs climatiques ces 10 dernières années a fait qu'aujourd'hui, l'aliment bétail est devenu un aliment structurel en termes de système d'élevage. C'est-à-dire que les éleveurs qui étaient avant uniquement sur des ressources naturelles, aujourd'hui ne peuvent plus se suffire uniquement de ressources naturelles. Ils sont obligés à une certaine période de l'année d'avoir accès à l'aliment bétail, et ça c'est tous les ans. Comment avoir accès à l'aliment bétail quand vous êtes, je dirais, dépendant de la spéculation, et il y a une très forte spéculation sur les sous-produits agro-industriels, on verra aussi pourquoi plus avant, des commerçants, comment arriver à s'en défaire. Et en effet, la production laitière offre une opportunité parce qu'elle permet aux éleveurs de rentrer, je dirais, dans une autre dynamique où ils n'ont plus avoir besoin d'aliments bétail un mois ou 2 mois par an, mais ils vont avoir besoin d'aliments bétail toute l'année. Et à partir de ce moment-là, les fournisseurs d'aliments bétail, évidemment, ne vous voient plus du même œil. Si vous êtes quelqu'un qui vient avec un camion de 50 tonnes tous les mois chercher du tourteau de coton à Ouagadougou, vous n'êtes pas un petit client, vous êtes un vrai client. Aujourd'hui, sur Niamey, il y a 4-5 coopératives qui sont associées pour approvisionner leurs membres en aliments bétail en se fournissant à Ouagadougou. Un sac d'aliments bétail à Niamey, si vous l'achetez un seul sac, c'est à peu près 5 000 francs, 40 kilos. Quand vous fournissez à Ouagadougou avec un camion de 50 tonnes, que vous comptez aussi les coûts de transport, il vous revient à 2500 francs CFA
fournis aux éleveurs. Donc c'est pour ça que je disais que le prix n'a pas de sens si on n'analyse pas aussi les coûts de production. On peut imaginer que les producteurs acceptent de diminuer le prix de vente puisqu'ils vendent leur lait assez cher sur les marchés locaux pour fournir les industriels à un prix moindre, si en échange ils peuvent avoir accès à un aliment bétail à un moindre coût. Le fait de pouvoir vendre de gros volumes de lait à des industriels leur permet d'acheter des gros volumes d'aliments bétail et au bout du compte, on peut penser qu'il y a même, et ça c'est réalisé, malheureusement il n'y a pas encore d'analyse faite du point de vue quantitatif, mais on peut imaginer qu'en effet il y ait un gain de marge. Donc aujourd'hui, grâce à la collecte de lait, grâce au fait que les éleveurs peuvent vendre leur lait directement à travers des industriels, j'ai parlé des Solani au Niger par exemple, qui aujourd'hui collectent à peu près 5 000 litres de lait par jour, les éleveurs peuvent devenir des clients structurels sur le marché des sous-produits agro-industriels. Autre fausse vérité qu'on entend souvent, c'est qu'à cause de la poudre, les industriels en profitent pour pouvoir acheter votre lait à un prix qui vaut rien. Et là encore, quand on regarde dans le détail, on a vu tout à l'heure les coûts à peu près d'un litre de lait sur le marché mondial. On est à peu près, bon là j'ai mis 0,30 € le litre, c'est sûrement discutable, mais c'est le chiffre qu'on a communiqué. Les éleveurs en Afrique de l'Ouest le vendent pratiquement 10 centimes d'euros de plus. Quand vous voulez être compétitif et que vous êtes à pratiquement 40% de plus que le prix du marché mondial, il y a un moment où il faut arrêter de demander que les industriels payent le lait plus cher. Parce que si vous leur demandez de payer le lait trop cher, ils vont se retourner vers la poudre. Donc ce raisonnement-là ne fonctionne pas toujours, et ce qu'on constate en fait, c'est que les industriels sont prêts à payer le lait local plus cher s'ils rentrent dans une stratégie qui consiste à fournir le marché en produits à base de lait local. Donc là, j'ai donné quelques éléments de statistiques. Bon, vous voyez 3 laiteries qui collectent du lait en Afrique de l'Ouest. En l'espace de 2013 à 2015, on a des augmentations de l'ordre de 200% du niveau de collecte observé. Donc c'est pas uniquement le prix qui joue sur cette dynamique-là. Là, vous avez aussi une autre fausse vérité qu'on entend souvent, c'est que les multinationales n'ont pas, du fait de la faiblesse de la production en Afrique de l'Ouest, n'ont pas véritablement d'intérêt à se lancer dans cette filière-là. Or, quand on regarde clairement les associations qui se font actuellement en Afrique de l'Ouest entre les industriels et les multinationales et les industriels d'Afrique de l'Ouest, on constate de plus en plus de partenariats qui s'installent où il y a à la fois ce mix dont je parlais tout à l'heure, l'utilisation de poudre importée et collecte de lait local. Donc là, il y a quelques exemples qu'on peut souligner, Danone au Sénégal, Kiren avec Sodial, Malilier avec Lactalis, bientôt Arla avec, on verra avec qui, c'est pas encore défini. Là, je vous prends encore une petite minute d'attention, parce que là, c'est ce que moi j'ai dans le cœur et que je voudrais partager avec vous. Il y a un vrai problème en Afrique de l'Ouest, c'est qu'au moment de la négociation des accords de partenariat économique et donc des taux d'échange, du taux extérieur commun, une des raisons pour lesquelles l'UMOA, la CEDEAO, a accepté que l'on puisse importer de la poudre en vrac à 5%, c'est qu'a priori, cette poudre ne faisait pas une concurrence directe à la production locale de lait liquide, puisqu'elle était destinée à être transformée pour faire du yaourt ou tout d'autres produits, en particulier du lait. Or, nos industriels multinationales, ils sont malins. Plutôt que d'exporter depuis l'Europe, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils s'installent en Afrique de l'Ouest et ils importent. Et ils importent pour faire quoi? Là, vous voyez le petit schéma. S'ils devaient exporter leur poudre dans des petits sachets, ils seraient obligés de payer un taux extérieur commun de 20%. C'est ce que disent les accords. Alors qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir éviter ça? Ils installent des usines au Ghana, au Nigeria, donc là c'est l'exemple d'Arla, ça c'est la stratégie Ghana. Donc ils installent des usines au Sénégal, au Mali, au Ghana et au Nigeria. Ils importent la poudre en vrac à 5% et la reconditionnent dans les petits sachets. Et ça leur permet d'éviter de payer les 20%. Et là, moi, je dis vraiment, il y a un problème. Et quand j'en ai discuté directement avec les commissaires de l'agriculture, des douanes et du commerce lors d'une réunion que nous avons eue à Abuja en novembre 2016, eux-mêmes constataient que là, il y avait peut-être même quelque chose qui n'avait pas été réfléchi à l'avance dans la négociation des accords de partenariat économique. Donc moi, j'invite tous ceux qui sont au courant de ça de le partager, parce que le réensanchage, ça, c'est vraiment une concurrence directe à la production locale.
Quand vous prenez de la poudre pour rajouter de l'eau, c'est du lait liquide. Il n'y a pas de transformation. Et moi, personnellement, ça me choque. C'est du lait reconstitué. Bon, après, on a aussi un petit problème, et ça, c'est pour nous, les OP, les ONG, on a longtemps défendu le modèle des mini-laiteries. Et j'ai entendu avoir des discussions hier, on m'a dit oui, mais c'est bien tout ce que vous faites, la industrialisation, mais au bout du compte, la valeur ajoutée pour nos producteurs, il reste quoi? Donc pendant longtemps, en effet, on a défendu ce modèle de mini-laiterie. Ce qu'on constate, une des limites de ce modèle de mini-laiterie, c'est la capacité qu'ils ont à commercialiser ce qu'ils collectent. J'ai encore été dernièrement dans un centre de collecte qui aujourd'hui transforme lui-même ses produits et qui dit je suis obligé de refuser au-dessus de 200 litres par jour parce que j'arrive pas à vendre si j'en ai plus. Donc petit à petit, grâce à l'aide du CIRAD, nos organisations de producteurs, nos ONG ont compris que si on voulait rentrer dans ce modèle dont je vous ai parlé au début, où les gens peuvent diminuer leur coût de production en ayant accès à des sous-produits agro-industriels à bon prix, il faut obligatoirement qu'ils vendent de gros volumes. Et pour vendre de gros volumes, ils sont obligés de rentrer en partenariat avec les industries. Donc là, je vous ai donné quelques exemples de cette évolution. C'est une Dropbox. Bon, si vous voulez, je vous donnerai les liens. Où vous verrez qu'en effet, les positionnements sont en train d'évoluer. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition formelle des organisations de producteurs, de leur fédération et de leur réseau par rapport au fait de s'engager dans des partenariats gagnant-gagnant. Ça, c'est une victoire de notre travail depuis 4 ans, parce que je vous jure qu'il y a 4 ans, quand Christian a commencé à discuter avec eux, c'était des choses, très très chaudes discussions. Voilà. Et puis, dernière chose vérité, c'est pour les politiques. Ils préféreraient, pour des considérations sociales, penser avant tout aux consommateurs plutôt que de penser aux producteurs. Donc, comment maintenir les prix les plus bas possibles pour éviter ce qu'on a vécu en 2008, les émeutes de la faim. Ça évolue, la CVAO s'engage et nous allons participer à ce processus que nous allons porter cette année, en 2016, pour une formulation d'une nouvelle offensive qui a été inscrite dans le programme régional d'investissement agricole de la CVAO. ECOA plus 10 a eu lieu l'an dernier, le bilan en 2015, la formulation de ECOA plus 20 en 2016. Donc le 2017 sera consacré à la formulation de cette offensive que nous allons porter et dans laquelle je pense le modèle de collecte en partenariat gagnant-gagnant avec les industriels devrait avoir une large place. Voilà. Bon, après, c'est une du modèle. Ça, c'est une carte du CIRAD, je m'excuse, je n'ai pas posé la source. Ça a été fait par un jeune homme assez génial, qui s'appelle Pierre Landaré, qui nous montre quoi? Tout simplement, le seul pays qui aujourd'hui pourrait à peu près s'autosuffire par rapport à sa production de sous-produits agro-industriels en rouge, comparé à son besoin laitier, on constate que seul le Burkina aujourd'hui, à peu près, arrive à couvrir, grâce à sa propre production de sous-produits agro-industriels, donc le coton, les tourteaux de coton, pourrait s'autosuffire pour pouvoir produire la quantité de lait nécessaire à approvisionner la seule capitale de Ouagadougou. Là, c'est des comparaisons par rapport aux capitales. Toutes les autres sont déficitaires.